Bienvenue sur TV5 Monde, nous sommes à Marseille et on se retrouve pour un nouveau numéro de Bleu Bazar, le magazine de la Méditerranée. On va vous parler cinéma. Ah, que c'est beau Marseille, et comme toujours, nous sommes au cabaret aléatoire à la Friche de la Belle de Mai. La Friche, vous finissez par le savoir, c'est une espèce de zoning culturel. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. À mes côtés, vous retrouvez avec plaisir, je n'en doute pas, Yasmine Chamy, qui est marocaine, anthropologue, et qui sera notre regard du Sud sur les sujets que nous allons aborder. Alors aujourd'hui, dans Bleu Bazar, on s'arrêtera au rayon cinéma, avec des reportages en Turquie, au Maroc et en Égypte. On parlera aussi du cinéma libanais avec Philippe Arengtaji, le réalisateur du film Bosta, qui a créé l'événement au Liban. Et Philippe Arengtaji participera également à un débat que nous aurons avec des jeunes libanais qui parleront de l'avenir de leur pays. Et pour commencer, on va faire un tout petit arrêt au rayon musique, car on va accueillir MAP. MAP, c'est le ministère des Affaires populaires. Mal populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une mine, une bombe, une balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une mine, une bombe, une balle populaire. Là, le ministère des Affaires populaires, au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrières, one love, tous des frères, v'là nos repères. Jacques Brel-Pont, Marley Aznavour, l'abbé Pierre, notre art populaire. Voilà, ministère des Affaires populaires, et nous accueillons deux hauts fonctionnaires de ce ministère, c'est HK et Dias. C'est un drôle de mélange, hein, vos chansons. Ben, c'est nous en fait qui sommes quelque part un drôle de mélange. Ouais, vous êtes des mélangés. Voilà, on est des mélangés de force, entre guillemets. Hein, nous, on est nés français sur le sol français, on est des ch'tis. Vous êtes du Nord, hein, du Nord de la France. Du Nord, de tout là-haut, à côté de la Belgique. Et en même temps du Sud. Et en même temps, voilà, on a ces origines-là qui viennent de nos parents, cette culture méditerranéenne. Et on peut même rajouter une troisième culture, parce que c'est vrai qu'on a grandi les yeux tournés vers les États-Unis avec cette culture hip-hop, cette musique-là qui était en train de naître dans les ghettos à New York, etc. Donc voilà, on a un peu le mélange de tout ça et ça se retrouve dans notre musique. Ouais. Vous avez un problème d'identité ou pas du tout? Au contraire. Au contraire, c'est une richesse. Complètement assumé. Aujourd'hui, nous, on est clair avec nous-mêmes. On sait d'où on vient, on connaît notre histoire, on en est fiers, on connaît l'histoire de nos parents et elle est importante, elle est essentielle dans notre vie de tous les jours. Et notre musique, elle était un peu le mélange et le moyen d'exprimer ce sentiment de fierté et de pouvoir s'exprimer avec toutes nos cultures finalement, la culture de nos parents, puis notre culture aujourd'hui du nord de la France. Dans votre musique aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la culture transversale qui est la culture prolétarienne. Ben, c'est ça. Ben, vous êtes des militants? Ben, oui, mais c'est vrai que cette région, la région Nord-Pas-de-Calais, c'est une région ouvrière. Alors on parle des mines de charbon, de l'industrie textile, sidérurgique, et c'est vrai qu'on dit souvent dans les mines de charbon, ils avaient tout le monde est noir, quoi. Ils avaient tous la gueule noire. Donc, c'est une région donc à forte immigration, mais alors nord-africaine, polonaise, italienne, portugaise, sénégalaise. Et c'est vrai que nous, quand on était petits, dans nos quartiers, derrière chez nous, quand on jouait au foot, c'était les Jeux Olympiques tous les jours. Alors, ministère des Affaires populaires, on va vous retrouver tout à l'heure sur la scène de Bleu Bazar, en live bien sûr, et on va passer maintenant au rayon reportage consacré au cinéma de la Méditerranée. Et on va faire un premier arrêt au Maroc. Le Maroc qui est une terre de cinéma et qui a toujours attiré les cinéastes étrangers, à commencer par les frères Lumière. Mais aujourd'hui, les Marocains essayent de développer leur propre cinéma, non sans difficulté. Voyez ce reportage de Rémi Vincent et Jason Arvanitis. Voleurs devant l'objectif, 200 personnes en coulisses, les grands moyens pour ce remake d'Ali Baba. Ce n'est pourtant qu'un téléfilm français,
Mais à Ouarzazate, tout est permis. Les studios Atlas servent Hollywood sur un plateau, à moindre coût. Coupé. Ok, on se remet en place. C'est le décor de Ridley Scott, ils ont tourné Kingdom of Heaven, on a refait le décor et c'est magnifique. Nous on profite de ce décor en le refaisant, ce qui est à moindre coût, mais en même temps c'est rêvé au niveau des axes, au niveau de tout ça, c'est le piège. Je suis comme un gauche, je rêve. Là, Et il n'est pas le seul. Les plus grands sont déjà passés par là. Ridley Scott, Scorsese, Oliver Stone. Avant eux, Sergio Leone ou David Lean. Un demi-siècle d'expérience de tournage, avec acteurs, cascadeurs et machinistes. À l'écran, tout semble facile. Parce qu'il y a une caméra, que je fais le cacou. Ok, moteur demandé. Comme s'il n'y avait que la poussière à gérer. Putain. C'est des grands pros, ils connaissent tout, c'est formidable. Donc il n'y a rien à dire. Ness a 20 ans de tournage derrière lui. Aujourd'hui premier assistant réalisateur, il fait partie des pros de la technique. Mais après la sous-traitance, il attend toujours le décollage d'un vrai cinéma marocain. Un film n'était jamais une question d'argent, c'est une question de fond. Ça veut dire trouver un scénario qui est bon. Et si tu as un bon scénario, tu peux le tourner comme tu veux. Tu vois, tu peux même tourner avec cette caméra. Changement de décor, c'est à Marrakech que va peut-être s'écrire la suite de l'histoire du cinéma marocain. L'apprentissage de cette écriture tant attendue se passe derrière les ruelles de la Médina. Ils sont 18 à prétendre faire émerger une nouvelle vague. Alors déjà, tu vois, il fait plus corps à la caméra déjà. Filles et garçons sélectionnés après un sévère casting, moyenne d'âge 21 ans. Première promotion de la première école de cinéma à voir le jour dans le royaume. C'était il y a 9 mois. Le scénario est écrit, 5 ans d'études et tout à apprendre. C'est pas mal, c'était pas mal. Il y avait un petit à-coup, mais c'est pas mal. On a commencé un peu par les bases, par les gammes, qui sont le découpage, qui sont le chant contre chant. J'essaie aussi de les sensibiliser, oui, à tous les métiers, pour que chacun sache ce qui se passe chez l'autre. Le mouvement, c'est toujours le truc le plus évident dans un raccord dans le montage. C'est là. Certains veulent être metteurs en scène. Non, c'est pas ça le deuxième temps. D'autres se destinent à la prise de vue. Ça, c'est le premier temps. Ou au montage. Ça, c'est le deuxième temps. Vas-y. Chacun avec son histoire et ses espoirs d'inscrire un jour son nom au générique. Voilà. Envie de raconter l'Afrique, envie de raconter ce qui se passe en Afrique en réalité. Il faut montrer aussi que nous, Marocains, on est aussi capables de faire des choses à part tout ce qui est technique, quoi. Tout particulièrement une sorte de film de guerre qui pourra raconter en quelque sorte la guerre des sables ou bien le conflit au Sahara. On a construit un ciné-club entre nous, les fans de cinéma. On cherchait des DVD, même c'est difficile de les trouver, mais on essaie sur Internet de les télécharger, même si c'est piraté un peu. Sur les pas de cette jeunesse éduquée au cinéma à travers le piratage des films, nous nous sommes rendus en caméra cachée dans la rue Mabrouka, le centre de la vidéo à bon marché de Marrakech. Des boutiques qui ont pignon sur rue, devant nos yeux plusieurs milliers de DVD et des ventes en permanence. Des classiques au tout dernier film sorti, tous contrefaits. Et Taxi 4, il est à combien? 20 aussi? 20 dirhams, 2 € les nouveaux films comme Taxi 4. Les autres moins récents ou les longs métrages marocains sont à 15 dirhams. En tout, nous en aurons 4 pour 7 €. 70 dirhams, c'est bon en fait. Cette industrie de la contrefaçon pourrait-elle empêcher les jeunes cinéastes, comme ceux de l'école de Marrakech, de se révéler? C'est un risque. Merci. De passage à Paris, c'est ce que redoute le chef de file de la nouvelle génération marocaine, Nabil Ayouch. Il est reconnu dans le monde entier. L'action de son dernier film alterne entre New York et Le Caire. Et c'est dans des studios français qu'il boucle son montage. Ça tourne, mais il est inquiet.
sur des films marocains qui ont une exploitation et une vie la plus importante sur leur territoire à eux, c'est dramatique parce que ni les réalisateurs ni les scénaristes ne touchent des droits sur la vie de leur film. Et comment peut-il y avoir de création véritable sans qu'il y ait de rémunération des créateurs? Donc il y a un vrai chantier à prendre en main là, au niveau de la distribution et du piratage qui, à mon avis, est une problématique couplée. Paradoxe d'un cinéma marocain, une production en plein boom, mais une distribution, une exploitation en salle sinistrée. Même à Ouarzazate, au cœur des studios, les salles de cinéma ne font plus partie du décor. Le rideau est baissé depuis longtemps. Du sud au nord du Maroc, les salles ferment les unes après les autres. Elles étaient 250 il y a 20 ans, moins de 100 aujourd'hui. Retour à Marrakech, au Colisée, le cinéma mythique depuis les années 50. Capacité 750 places, mais ce soir encore, à peine une centaine de spectateurs devant la toile. Il y a 20 ans, il y avait 40 millions de spectateurs qui rentraient dans les salles. On est descendu à aujourd'hui 4 millions de spectateurs. Vous perdez de l'argent? Aujourd'hui, nous perdons de l'argent au Colisée depuis maintenant 3 ans, mais les raisons sont multiples. Les raisons, c'est d'abord le piratage, c'est d'abord le manque de films qui existent, qui sont distribués au Maroc. C'est assez compliqué. Il faut acheter les droits en Europe, ça coûte très cher. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer parce que nous perdons de l'argent et ça devient de plus en plus compliqué. À moins de miser sur Bollywood, au RIF, le cinéma populaire, priorité aux films indiens. Ce soir, c'est Viva. Et comme chaque soir, ce Bollywood est associé à un film marocain en première séance. 2 longs métrages pour 10 dirhams, 5 heures de bobine, succès assuré. Abdel Saïd en sait quelque chose. Déjà 37 ans qu'il fait tourner la machine. Les films hindous, il y a des histoires d'amour. C'est ce que les gens demandent. Pour eux, c'est le top. Quand nous projetons un film hindou, il y a toujours du monde dans la salle. Mais maintenant, de plus en plus avec les films arabes. Ça va aussi. Fin de séance pour 250 fidèles. À la sortie de la ville, ils sont encore 5 fois plus nombreux. C'est le grand show au Mégarama, avec ses hôtesses et ses pop-corn. La jeunesse dorée et la grande bourgeoisie de Marrakech ont rendez-vous au multiplex ouvert en décembre. Le directeur n'a que 5 mois d'expérience et c'est un homme pressé. Ce soir, à côté des films américains et européens en exclusivité, Monsieur le directeur supervise l'organisation du Festival de la Magie. La diversification comme tour de passe-passe qui fait disparaître le cinéma de la grande salle. C'est un multiplex culturel où on peut partir voir des films, mais aussi des manifestations culturelles, comme pour la chanson, le théâtre. En fait, on essaie de combler tous les vides qu'un consommateur ou un client ou un visiteur de Mégarama peut avoir. Donc, ça peut être à l'américaine ou à l'arabe ou à la française. L'essentiel, c'est que le consommateur du cinéma et des spectacles soit content et comblé. Comme si le cinéma ne se suffisait plus à lui-même. Juste un spectacle de plus, au risque de perdre l'âme du 7e art. Voilà, retour sur notre plateau à Marseille et je vous présente Nourdine Saïl qui est le directeur du Centre cinématographique marocain. Alors c'est terrible ce qui se passe là dans votre pays, Nourdine, ces salles qui se vident ou qui ferment. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas terrible, c'est un phénomène qui est un phénomène réel mais mondial. Moi je pense qu'il faut chaque fois savoir raison garder. Il y a un vrai problème, mais il y avait encore plus de problèmes il y a 10 ans et plus de problèmes il y a 5 ans. C'est vrai qu'au Maroc il y avait 250 salles, on oublie juste de dire que c'était à l'indépendance et que c'était en 55-56. Aujourd'hui on a moins de 100, oui c'est vrai. Mais alors il fallait d'abord commencer par faire exister un Maroc créatif. Il fallait d'abord régler le problème de la production. On est parti de 4-5 films, aujourd'hui à 15, et on est en train de lorgner vers 20. 20 films par an. C'est 20 films par an, oui. Et ça, c'est un bon score, en fait. C'est le défi. Non, mais en même temps, ce que je cherche à vous dire, c'est qu'il est tout à fait normal qu'en organisant une stratégie, qui est une stratégie réellement nationale, on ait des choix à faire. Commençons d'abord par produire.
Parce que les pays qui ne produisent pas, ils n'ont même pas droit au chapitre. Ouais. Alors après, évidemment, ces films, il faut bien qu'ils existent, il faut des salles. Et si je vous disais, contredisant le reportage, que Bollywood c'est bien, mais Bollywood n'arrive pas en tête. En tête, quand on prend titre par titre les films, c'est les films marocains. Les Donc, trois vous n'êtes pas premiers- d'accord avec ce qui est dit dans le reportage, Non, à savoir que, dans le en cas- quelque sorte, pour qu'un film marocain marche, il faut mettre dans la même séance un film de Bollywood. Mais ce n'est C'est pas pas vrai. vrai. Ça dépend des salles. Les salles qui font 2 films, évidemment, chargent. Il faut mettre Bollywood et un film marocain. Mais le film marocain a un effet d'entraînement qui est réel. Est-ce que les films marocains, et d'une manière plus générale, les films du sud de la Méditerranée sont assez vus au nord? Vous êtes le patron d'un projet qui s'appelle le projet Euromed Cinéma, qui consiste précisément à favoriser la vision, la projection de ces films de l'autre côté de la Méditerranée. Ça sert à faire en sorte que dans le nord, on distribue les films du sud de la Méditerranée. Les 10 pays dits MEDA. Et ça va du Maroc à la Turquie, toute la rive sud de la Méditerranée. Comment faire parvenir ces films au nord? Que ce soit un film marocain, turc, algérien ou égyptien, de toutes les façons, les marchés du nord sont fermés. Bah, ce ne sont pas des décisions politiques qui font que ces marchés sont fermés. Mais le public a été formaté de telle façon que un film marocain sous-titré qui sort même dans des salles bien choisies à Paris, on ne peut pas forcer le public à aller voir. C'est pour cela que l'Europe a eu l'excellente idée de dire on va aider financièrement les distributeurs du Nord qui prennent le risque de prendre des films du Sud, de les aider financièrement. Et inversement, comment faire rentrer le film européen chez nous? Vous savez, on est en train de parler du film Sud qui n'est pas vu au Nord, mais les films européens, personne ne les voit chez nous. Donc il faut aussi les appuyer pour qu'ils soient vus chez nous. C'est 2 dimensions de ce projet qui en fait beaucoup plus riche que ce que je suis en train de décrire. Saïd, pour un petit peu corroborer ce que vous avez dit, est-ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place une véritable industrie du cinéma au Maroc? Et est-ce que vous ne pensez pas que plutôt que de penser à exporter le film marocain, il faudrait au contraire encourager le public marocain à avoir ce regard et cet accueil pour les producteurs, pour les cinéastes et les réalisateurs marocains? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire chez nous, pour nous, dans notre pays, pour ce cinéma-là et cette industrie qui est en éclosion en réalité? Réponse Cordy. Non, vous êtes dans une logique disjonctive qui est intéressante. On fait ou ça, moi je suis dans une logique qui est conjonctive. On fait les deux. Bien sûr, des salles ferment. Les salles ferment à cause de la révolution numérique qui s'est installée, en particulier chez nous, parce qu'une parabole sur 4, 5, 6 satellites, c'est très courant. Deuxièmement, parce que la formation même de la cinéphilie, la sortie pour aller au cinéma, c'est un acte social majeur qui est en train de disparaître dans nos pays. Et troisièmement, parce qu'il y a de la piraterie. La piraterie, c'est un fait avéré. Quelles sont les salles qui ferment? C'est celles qui offrent aussi le moins de confort. Le plan est le suivant. Le multiplexage, c'est l'avenir du cinéma au Maroc. Et le plan qu'on est en train de monter aujourd'hui, et qui finira par passer, j'espère le plus vite possible, c'est un fonds d'investissement pour la construction des salles. C'est en train de venir. Donc la production ne peut absolument pas se développer s'il n'y a pas le réceptacle normal des films qui sont les salles. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas avoir une pensée primaire au point de vouloir produire sans sortir les films. Donc on essaie de le faire. Mais quand vous avez un grand plat devant vous, la meilleure façon de le manger, c'est cuillerée après cuillerée. Vous ne pouvez pas l'avaler en même temps. Et à fond, c'est impossible. C'est ce qu'on essaie de faire pour le cinéma marocain. Alors à présent, on va prendre la direction du Caire. Le cinéma égyptien est considéré par beaucoup comme l'emblème du cinéma arabe, du cinéma méditerranéen. Des grands succès mondiaux comme Dounia ou l'immeuble Yacoubian semblent d'ailleurs confirmer la chose. Reportage de Xavier Marquet et Eric Black au Caire. Quartier Wested Balade au cœur du Caire. Au cinéma Odéon, la séance du soir commence dans quelques minutes. À 2 pas de l'immeuble Yacoubian, nous rencontrons Marwan Ahmed. Le réalisateur égyptien a signé l'adaptation du livre à succès d'Alaa El Aswani, un portrait sans phare de l'Égypte actuelle qui touche à des tabous
comme c'est souvent le cas dans les nouvelles productions égyptiennes. Il faut choquer dans le cinéma, mais aussi dans les médias, dans la société en général. Et je pense que cette attitude pourrait accompagner un mouvement culturel qui commence doucement à émerger au Caire et en Égypte. Je crois qu'on a franchi un seuil, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin. احوالك مش عجباني. انت مش ولي امري عشان احوالي تعجبك ولا ما تعجبكش. يا عالي يا ابو سعيد. سيب ايدي يا طه بدل ما الم عليك السطح كله. للدرجه دي؟ بص بقى يا طه، انا هجيب لك من الاخر. قصتنا انتهت. بالانجليزي ذا اند اللي بيكتبوها في اخر الافلام. كل واحد مننا في سكه. انت بتربي دقنك وداخل على سكه مشاخه وانا بلبس قصير ومبسوطه كده. يعني شكلنا كده ما حدش لايق على التاني. امال ايه جايب لي هديه؟ حجاب قبل الحساب. Les films qui marchent le plus en Égypte, ce sont surtout les grosses productions. Les salles ne désemplissent pas, bien au contraire, et les spectateurs consomment avant tout égyptien. Confirmation de cette tendance avec la productrice des films de Youssef Chahine, Marianne Rouri. Il y a une quarantaine de films égyptiens qui sont produits par année, et il y a une centaine de films américains qui sont diffusés sur les écrans. Vous voyez ? Et la part de marché du film égyptien représente 80%. C'est-à-dire avec 40 films, on rapporte 80% de la part de marché. Et avec les 100 films américains, on rapporte 20% de la part de marché. Donc c'est pour ça que le film égyptien est un film qui est très fort sur son propre territoire. Mais pour tous ceux qui font des films non commerciaux, la tâche n'est pas simple. Il faut se battre. Hala Galal et ses amis ont créé il y a quelques années la CEMET, une maison de production pour les courts-métrages et les documentaires indépendants. Avec le soutien de la Commission européenne, la CEMET organise aussi des ateliers d'écriture pour de futurs scénaristes et réalisateurs. Ces jeunes-là, ils peuvent créer un vrai nouvel âge d'or. Parce qu'ils sont audacieux, parce qu'ils s'en foutent à toutes les organisations officielles, religieuses, parce qu'ils ne sont pas corrompus, parce qu'ils ne cherchent pas à être célèbres et riches en vendant leurs idées et leurs propres sentiments. Ils sont sincères, ils ont de la passion. Et c'est ça l'important, avoir un talent, être vraiment un fighter. Ça fait qu'à la fin, tu peux faire le film, mais c'est pas un miracle. Voici des jeunes qui ont créé la surprise l'été dernier avec leur premier film qui s'appelle Temps libre, Awakat Farag. Un petit budget qui a réussi à tenir tête à Immeuble Yacoubian. لكن تغصب على نفسك مرة واحدة انك تقرا قرآن وتصلي وكده مش هتستمر. وصدقني انا كنت واثق كل ده اللي هيحصل. يوه هي ناقصة. هو كل واحد هيقعد يفتي فيها. طب ما دام انت فقيه قوي كده يا اخويا، ما بتعملش بالكلام ده ليه؟ ناوي ان شاء الله، بس في الخطة الألفية الجاية. لا يبقى هانت. J'adore l'écriture et j'ai envie de devenir réalisateur. Je sens que je capte bien les choses, les états d'âme. Je me sens capable de restituer ce qui me dérange. Je peux donner mon point de vue, le faire partager au public. C'est la meilleure chose qui puisse m'arriver dans la vie. تعرف أنا مشكلتي غير كده خالص. ليه يعني يا مؤسس؟ يعني أنا وقت في معايا سجاير ولا حشيش ولا مشكلتي إني ألتزم في الصلاة. أنا مشكلتي في النسوان وأفلام السكس. يا كبجي يا ضنايا، ومين فينا مش كده؟ Tu veux continuer à bosser avec moi? Quoi? Bosser avec moi? Oui, bien sûr. Menteur. Menteur. Et on retrouve Nourdine Saïl sur le plateau à Marseille. Vous êtes d'accord avec cette formule, le Caire, Hollywood arabe, Hollywood de la Méditerranée? Ah oui, ah oui. Non, incontestablement, le seul pays arabe, le seul pays africain qui a une véritable histoire du cinéma, c'est l'Égypte. Et l'Égypte, ce qu'on peut regretter, c'est que pendant quelques décennies même, c'est le gros phénomène des années fin 70-80, a failli pratiquement disparaître parce qu'ils ont découvert un surfinancement
j'allais dire pétrolier, qui a transformé une industrie de cinéma argentique en une industrie de création de téléfilms, pratiquement, chargée de publicité à l'intérieur des cassettes et vendue dans l'immensité. Donc l'argent peut être dangereux? Non, c'est-à-dire, c'est plus complexe que... C'est une industrie qui a été arrivée en fin de parcours par ceux qui n'ont pas fait la révolution technologique de la transformation de leurs studios. Vous savez, les studios du Caire, jusqu'à une date récente, sont pratiquement en l'état où on les a fondés dans les années 30. Et l'avantage de l'Égypte, c'est que c'est une industrie qui a démarré en 1926-27 avec le premier long métrage. Et son avantage, c'est qu'elle a structuré un marché arabe extraordinaire parce que, in absentia, il n'y avait pas de cinématographie ni marocaine, ni tunisienne, ni algérienne, ni syrienne. Et donc ce marché-là a su très vite, a désiré utiliser le cinéma égyptien comme un cinéma de contestation. Allez voir un film égyptien au Maroc, tout petit, c'est ce que nous racontent les grands, c'était faire acte de résistance à la France. Alors vous imaginez, on a structuré un marché terrible, un marché arabe, et on a oublié d'accompagner ce marché par les différentes évolutions techniques et technologiques, ce qui fait qu'à la fin des années 70, l'Égypte s'est trouvée face à une sorte de défection de son propre marché, et comme elle a trouvé de l'argent, du pétrole pour faire des cassettes à distribuer dans des pays où il n'y avait même pas de salle de cinéma, toute l'industrie s'est pratiquement effondrée. Aujourd'hui, c'est en train de remonter, et à mon avis, réellement, c'est une chance pour le continent africain et une chance pour le monde arabe, parce que l'Égypte a toujours été une véritable locomotive. Dernière remarque, il faut que l'Égypte croie ça, parce que l'Égypte, depuis plusieurs années, ne croit plus tellement en ça et voit des ennemis partout. Ils sont en train d'attraper une paranoïa chronique là où ils sont totalement incontestables. Merci Nourdine Sil d'être venu à Bleu Bazar. Alors le cinéma, ce n'est pas que la fiction, c'est aussi le documentaire, un genre qui a de plus en plus de succès, notamment à la télévision. Marion Nagouzeski et Richard Monrobert ont suivi deux jeunes cinéastes turcs qui ont reçu une aide à la formation de l'Union européenne, une aide pour réaliser leur documentaire. Voici le parcours des combattantes. Une silhouette se détache au loin dans la brume du petit matin d'Istanbul, le grand pont du Bosphore. Voilà ce qu'est venu filmer cette équipe de tournage. Mariée est la réalisatrice. C'est son premier documentaire. Mais attention, ce n'est pas une novice. Après 10 années d'assistanat, elle connaît son affaire. Corail, tu peux faire un mouvement s'il te plaît? Je regarde sur le moniteur. Peut-on refaire le plan général? Pour raconter l'histoire de la construction de ce pont qui a provoqué une polémique il y a presque 40 ans, Mariée a autour d'elle sa productrice, son caméraman et un assistant. En général, nous sommes plus nombreux. Mais là, le script n'a pas pu venir. Et puis, la plupart du temps, quand nous tournons en dehors d'Istanbul, nous avons des assistants supplémentaires. Mais là, on tourne en équipe réduite. Une équipe réduite, certes, mais en Turquie, ce tournage a des allures de grosse production. Peu d'argent, peu de diffusion, manque d'archives, le documentaire émerge difficilement. Pourtant, l'émulation est bien là, comme Mariée, de plus en plus de jeunes Turcs veulent tenter l'aventure. La preuve, c'est maintenant une matière enseignée à l'université d'Istanbul, et pas par n'importe qui. Le professeur, c'est lui, Enis Riza, jeune homme de 58 ans, avec plus d'une centaine de documentaires à son actif. Il est en quelque sorte la référence dans ce domaine en Turquie. Chaque mercredi, il retrouve ses étudiants dans cette petite salle de cours, installée sous les toits de la faculté. Au programme écriture, réalisation et même recherche de financement, le professeur guide ses élèves. L'histoire peut être l'histoire d'une personne, d'une famille, d'un village, n'importe quoi. Ça peut être l'histoire d'un arbre. On peut prendre n'importe quoi comme point de départ. Il faut construire autour d'un axe, c'est tout. Ce moment est aussi une occasion d'évoquer l'avenir pour ces jeunes qui seront bientôt diplômés. Un futur souvent synonyme de précarité. Quand il s'agit de documentaires, ceux qui veulent en tourner doivent faire d'énormes sacrifices. Il faut qu'ils soient passionnés et qu'ils y croient.
Bon, à la semaine prochaine. Et dites à vos camarades qu'il faut qu'ils soient tous présents. Il faut qu'on puisse avancer dans vos projets. Nous retrouvons Barry. Elle est maintenant en salle de montage. Voilà, c'est le moment où le pont est construit. Juillet ou août 69. Il est presque fini. On voit l'équipe qui travaille sur le pont. Oui, et il doit même y avoir une meilleure image de l'équipe. Cette étape est une des dernières avant la diffusion, après 2 ans de travail et de nombreux obstacles. Dans ce projet, nous n'avons eu aucun soutien, aucune aide. Pas d'aide financière directe, rien. Le projet s'est concrétisé grâce aux revenus de nos autres activités plus lucratives. En fait, c'est le seul moyen d'y arriver. Le financement, principal problème avancé. Côté État, les subventions sont plutôt maigres, environ 1,5 million d'euros par an. En comparaison, en France, l'aide se chiffre en dizaines de millions. Seule alternative alors, le privé. Mais là encore, il n'y a pas de miracle. Sur NTV, grande chaîne commerciale, une quinzaine de documentaires seulement est financée chaque année. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'investissent en Turquie. La Turquie a déjà fait beaucoup de chemin, mais la chose la plus importante, c'est d'accroître l'intérêt du public pour le documentaire. En clair, le documentaire doit faire de l'audimat, avec de préférence un sujet dans l'air du temps. En octobre 2005, justement, NTV a acheté et diffusé Burgazada, l'histoire d'une petite île au large d'Istanbul, où cohabitent depuis des dizaines d'années juifs, arméniens, grecs, kurdes et turcs. Octobre 2005, la date de diffusion n'est pas anodine. Elle correspond au début des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Assurément un bon moyen de faire de l'audience. Nous avons rencontré Nedim, son réalisateur, sur cette île où il a tourné. Bonjour, tu te souviens de moi? J'ai tourné ici il y a 2 ans. Nedim sait bien que son documentaire tombait au bon moment, mais pour lui, l'important n'est pas là. Peut-être que grâce à ce documentaire, j'ai aidé les Turcs à penser de manière plus positive à la question des minorités dans ce pays. J'ai montré que ces autres personnes sont des gens normaux, comme eux. En ce sens, j'ai peut-être aidé à changer la façon de penser aux problèmes des minorités en Turquie. Yeşilçam, la rue historique du cinéma turc à Istanbul, c'est ici que nous retrouvons Enis, là où il a fondé il y a 10 ans l'association des documentaristes turcs. Comment vas-tu? Pourquoi tu te lèves pas? Viens que je t'embrasse. Aujourd'hui, ils sont 98 membres dans cette association. Une fois par mois, les documentaristes se réunissent ici pour parler de tous les problèmes, du général au particulier. Nous partageons aussi nos rêves. Les spectateurs se rendent compte aujourd'hui que pour bien comprendre le monde, le documentaire est un des rares moyens de décryptage, peut-être même l'unique. Belle profession de foi. Mais reste maintenant à être entendu et surtout être vu. L'association a donc lancé son propre festival documentaire en 1997. Pas encore très connu, peu de retombées médiatiques, mais préparé en tout cas dans la bonne humeur. Voilà, je vous présente Philippe Arengtinji, vous êtes libanais, vous venez de réaliser un film qui s'appelle Bosta, un film sur le Liban et sur l'espoir de réconciliation. Pourquoi vous n'avez pas fait un documentaire? Pourquoi avoir choisi une fiction? Parce que c'était plus facile de faire un film musical, d'aller dans un délire joyeux, je dirais, que dans un film de documentaire. Et puis j'en ai fait beaucoup. Vous parlez de délire, vous? Oui, quelque part, oui. Il est un peu, enfin c'est un film kitsch, c'est un film volontairement kitsch, volontairement joyeux, un peu coloré, un peu, enfin qui raconte un Liban, qui raconte la joie de vivre des Libanais, qui existe et aussi énormément. La difficulté de réconciliation, les divisions. Aussi, oui, mais disons que cette joie de vivre existe tellement qu'on ne la voit pas. On ne la voit pas parce que les seuls reportages que l'on voit malheureusement à l'étranger sont des reportages sur la guerre et autres effets. Bien, avant d'aller plus loin, on regarde la bande-annonce de Bosta. 17 سنة حرب وما صاب لا خدش ولا جرح عضلات الإبرة
من بعد ما فرقتهم الحرب اجتمعوا أصحاب الطفولة عن جديد تيدبكوا على دبكة فريدة من نوعها. عم برقص كرمالك. أنا عم أرقص لأنسى، عم أرقص وجعا. بولا اندراوس رح ترقص مهرجان عن جد، واللي بيحبني يلحقني. صار لي 10 سنين برقص ما كان يتزحزح. هيدي مش دبكة، ما إلك حق تسميها دبكة. هيدا شي منو شي، هيدا شي في كل شي. بس هالظاهرة الجديدة عم بتهدد جيل بكامل. دبكة يا أستاذ، تعيش بتتنفس مثلنا. Alors, pourquoi un film musical? Pour rester léger, d'une certaine manière. Le film a pris énormément de temps pour être écrit. Je l'ai écrit il y a 17 ans. Mais à force de réécriture, je savais que les Libanais avaient envie d'un film léger, d'un film gai. Et moi-même, j'avais envie de passer à autre chose. J'avais fait énormément de documentaires sur la guerre. J'avais envie de passer à autre chose. Et à force de réécrire, j'ai changé d'une certaine manière tous mes monologues un peu lourds, un peu difficiles. En des 16 chansons. ans pour écrire un film, c'est terrible, c'est terriblement long. Oui, enfin, j'ai pas fait que ça, donc je vous assure. Je sais bien. J'ai fait 40 documentaires avant, j'ai fait énormément de choses, mais c'est vrai que c'est un film qui est une réconciliation avec l'identité libanaise, qui est une réconciliation avec la mémoire aussi, qui est un travail personnel que j'ai fait sur ma propre réconciliation avec ma propre identité ou mes identités pour parler de la grande identité libanaise. Est-ce que c'est pour ça que vous avez mis un peu la musique au centre du film? Parce que moi, je suis marocaine et la musique libanaise, on l'écoute tout le temps, on la connaît, on l'aime. Et dans ce film, ce qu'on sent, c'est le Liban qui vit, c'est charnel. La musique, il y a plusieurs musiques. Il y a 4 plages dansantes dans le film et 7 plages chantantes dans le film. Et la musique suit une sorte d'évolution. Le film parle d'identité, de mondialisation, de globalisation, du fait que notre danse traditionnelle, dans l'exemple du film, mais aussi toute notre culture, est mélangée d'un tas de cultures occidentales. Et les jeunes qui réinventent, parce qu'il s'agit de réinventer la danse folklorique libanaise et de la reproposer à un jury, ils changent cette danse et cette musique de façon évolutive à travers le film. Et elle passe d'une danse traditionnelle pure à une danse traditionnelle techno, mélangée avec des influences un peu n'importe comment, jusqu'à en fin de parcours, elle change, elle se transforme et devenir une danse qui est une propre création, qui est ni tout à fait comme celle des anciens, ni tout à fait comme l'Occident. C'est ça le symbole de l'identité du Liban. C'est ça le travail de recherche identitaire que les personnages font dans le film. Est-ce que c'est le symbole de l'identité libanaise? Ça, c'est autre chose encore. Alors, Philippe Araktanji, vous restez avec nous, bien sûr. Vous allez participer dans un instant à un débat avec les jeunes sur l'avenir du Liban. Et à présent, on va passer précisément au rayon musique. Le rayon musique avec MAP, c'est-à-dire le ministère des Affaires populaires, qui chante Manish Mena, et ça veut dire « Je suis pas de là ». Ta bagage sidère, nous cale de bateau. Camion de marchandises, au passeport, traversé à radeau. Expulsion, extradition, demande naturalisation. Exode, exil, asile et centre de rétention. Rêve de Roro pour pas finir au bled comme un rat. La peste ou le choléra, le destin le dira. À la recherche du Graal, du Nirvana, de l'Eldorado. Changer la merde en or, cauchemar en rêve et le dinar en euros. Et moi, le petit français, Habla Chichi. Le bled, c'est les vacances et les souvenirs de famille. Nos vies, nos envies, nos destins, nos routes se croisent. Nos joies, nos cauchemars, nos malheurs, nos rêves se croisent. Tu veux que je te donne un scoop au bled, je suis jamais allé. J'ai peut-être vu une dizaine de fois l'avion décoller, mes parents dedans, mes frères dedans, moi je
préférais rester en France, téléfootball et centre aéré. Aujourd'hui, tellement de choses ont changé, maintenant je connais l'histoire qui m'a conduit à être ici, un fils d'immigré. Je remercie mon père pour la famille qu'il a fondée, la force qu'il m'a transmise dans les jeunes qu'il en soit récompensé, qu'il repose en paix. Si Dieu veut, j'irai le saluer au pays qui était le sien, cette terre bénie où il est né, ce pays dans lequel mes rêves se sont tournés, qui remplit mes nuits. En France, un arbre sans racines, voilà tout ce que je suis. Voilà, ministère des Affaires populaires que l'on retrouvera encore tout à l'heure sur scène. Et on passe à présent à notre rayon débat. Bien, on va parler du Liban avec des jeunes Libanais. Certains vivent en France et d'autres viennent du Liban, comme par exemple Lélia. Vous êtes journaliste à Beyrouth. Tout à fait. Comment vous voyez par exemple l'avenir de votre pays et puis l'avenir d'un jeune comme vous ? Alors aujourd'hui, c'est un peu compliqué de parler de l'avenir du Liban parce qu'il faut savoir qu'au début de l'été passé, vers mai-juin, il y avait un grand espoir. Ça allait être une saison touristique exceptionnelle et vraiment un boom économique qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Mais la guerre, donc l'offensive israélienne de juillet, est un peu venue... qui nous est un peu tombé dessus. Ouais. Ça a été un peu la grande désillusion pour beaucoup de jeunes et ça a provoqué aussi beaucoup de départs. Donc il y a beaucoup de jeunes qui ont choisi de partir. Et pourquoi les jeunes partent ? Est-ce qu'ils partent simplement parce qu'ils ont peur, problème de sécurité, ou à cause de l'instabilité politique du pays ? Non, je pense que c'est pas vraiment la peur. Je pense que c'est plutôt une peur de l'avenir, mais c'est pas une peur, c'est de la sécurité, de l'instabilité sécuritaire. C'est plutôt l'instabilité politique qui influe beaucoup l'économie et on sent qu'on n'a pas d'horizon, donc on préfère partir, trouver la stabilité économique ailleurs. Sarah, vous aussi vous venez du Liban, vous confirmez, le climat est plutôt morose pour les jeunes ? Oui, plutôt, mais je pense que, comme elle a dit, c'est pas à cause de la sécurité, parce que les Libanais, ils sont habitués à tout ça. Donc, ils pensent à leur avenir, trouver du travail. Et même s'ils trouvent du travail au Liban, les salaires, ce n'est pas vraiment fameux. Donc, ils ont beaucoup plus d'opportunités dehors. Alors, ils préfèrent voyager et ne plus rester. Naïla, vous confirmez aussi, vous venez aussi du Liban. Tous les jeunes, en fait, ont envie de venir en Europe ou au Canada ou ailleurs ? Non, moi, plutôt, je suis plus optimiste. Je ne pense pas que tous les Libanais veulent quitter le Liban. Et je pense qu'il y a un boulot à faire. C'est beaucoup de travail, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, la situation n'est pas facile. C'est quoi le boulot ? C'est quoi le problème ? Le boulot, c'est surtout, je pense, au niveau de la société civile. Parce qu'attendre les politiciens et les partis politiques, déjà, eux, ils sont en situation d'attente. Donc, on ne va pas les attendre, nous, parce qu'eux, ils attendent autre chose. Je pense que le travail est surtout au niveau de la société civile, au sens large du terme.
un travail, vraiment des actions sur le terrain, et on peut le faire. Faire sauter le confessionnalisme politique? Oui, c'est surtout ça. Et c'est surtout au niveau de la citoyenneté. Nous, on n'est pas des citoyens libanais. On est des chiites, des maronites, des musulmans, des chrétiens, mais on n'est toujours pas des citoyens libanais. Et ça existe ça chez les jeunes également? Quand vous vous parlez entre vous, vous essayez de savoir si la personne qui est en face est chiite ou sunnite ou chrétien? Naji? Vous vivez en France depuis, à Marseille, depuis 5 ans? Depuis 5 ans. Ouais. Donc, j'ai bien aimé que tous les Libanais, s'ils peuvent passer quelques moments à l'étranger, parce que je sens qu'on est plus Libanais à l'étranger qu'au Liban. Parce qu'en France, on rencontre des Libanais de toute confession, donc on se mélange, donc on passe des soirées, on fait... Et on ne se mélange plus au Liban? Je ne sais pas si quand on arrive au Liban, il y a cet esprit de confession qui casse tout, qui sépare les Libanais. Donc, d'après mon expérience en France, j'ai senti que j'ai retrouvé mon identité libanaise en tant que Libanais pur sang, non confession, non maronite. Et j'essaie que quand je reviens au Liban, j'essaie de retrouver cette identité libanaise et de respecter toutes les confessions. Ouais. Rania, vous aussi, vous avez quitté le Liban il y a 5 ans. Vous confirmez un peu ce que dit Oui, Naji? je suis d'accord avec Naji, bien sûr. En fait, j'ai jamais pensé, quand je parle avec un Libanais, Libanaise, est-ce qu'elle est musulmane ou est-ce qu'il est musulman ou le contraire? Parce que c'est pas ça ce qui compte. Nous, on vit dans un pays où il y a le mélange de tout. Et j'ai jamais pensé à ça, pas du tout, non, au contraire. Oui. Wael Kobe, vous êtes musicien, vous êtes libanais, vous avez vécu là une dizaine d'années, je pense. Vous avez quitté le pays il y a à peine 5 mois. Exactement. Alors, pour quelle raison vous êtes parti En fait, je suis parti parce qu'à la base, ce que j'aimerais juste rajouter à ce que mes camarades disaient, c'est que la différence entre l'Occident et l'Orient, notamment le Liban, c'est qu'au Liban, il faut savoir créer son opportunité et non pas la chercher. Donc ici, les structures existent, là-bas, il faut créer la structure et puis savoir utiliser la structure, donc être autonome. C'est ce que nous avions fait, on avait créé un des premiers groupes de rap libanais. En 97, et donc j'avais mon label, on avait notre studio, on était complètement autonome. Et vous avez, entre parenthèses, composé des musiques pour le film de Philippe Arantagi. Pour le film de Philippe, exactement. Voilà. Ouais. Et donc après... Alors si ça marchait si bien, pourquoi vous êtes venu ici? Ça marchait très bien. La seule différence, c'est que moi, je ne mets pas tout sur la faute de la guerre. Moi, je pense que ça fait 2 ans, depuis l'assassinat du Premier ministre, qu'il y a une dégringolade, qu'il y a vraiment... On s'enfonce. La guerre, c'était la cerise sur le gâteau. Bien sûr, c'était atroce. Et je pense que violemment, j'ai eu besoin de respirer. J'ai eu trop de violence. J'ai vu des scènes horribles. J'ai eu besoin de respirer. Je suis ici. Pour moi, c'est une phase de transition. Je compte absolument me ressourcer pour reprendre plein de culture et repartir au Liban où les gens sont assoiffés de culture, où c'est un terrain complètement vierge, où les gens veulent qu'on soit là. Parce que si nous, les artistes, on n'est pas là-bas, je ne vois pas pour qui on laisse le pays. Lélia, vous confirmez un petit peu ce que, en fait, ce que vous pour venez revenir d'entendre? sur la question du confessionnalisme, il faudrait surtout pas généraliser et croire que les chrétiens vivent d'un côté, les musulmans de l'autre. C'est pas du tout ça. En fait, le problème fondamental, je crois aujourd'hui, c'est plus au niveau politique pur. C'est-à-dire que la classe politique ne représente pas vraiment... C'est tout le système politique, le renouvellement des élites, tout ça, et les institutions qui ne fonctionnent pas comme elles devraient. Vous ne croyez pas aux hommes politiques qui sont en poste aujourd'hui au Liban? Pas vraiment, non. Pourquoi? Parce que ce sont des anciens seigneurs de la guerre? Voilà, et je ne pense pas qu'avec d'anciens seigneurs de la guerre, on puisse construire la paix. Je n'y crois pas vraiment. Je pense à la même question, parce que ces gens-là, ils ont le pouvoir à cause du confessionnalisme. Ils ont été consacrés au niveau du système politique libanais, et ils ont tout leur pouvoir à cause du confessionnalisme. Donc je pense que le travail au niveau de la citoyenneté et l'abolition du confessionnalisme politique pourrait éliminer cette gamme de gens qui ne nous représentent plus. Oui, Naji? Malheureusement, pour moi, au Liban, comme j'ai dit, c'est la politique qui joue le rôle. La politique, elle est partout. C'est comme ça. Vous êtes dans quel camp, alors, par exemple? Je suis du parti du CPL, qui est le courant patriotique libre. Ouais. Donc ça, c'est Michel Aoun. Donc vous êtes contre le gouvernement? On est contre le gouvernement parce que le gouvernement actuel, ça fait depuis 90, il est toujours là, et d'un jour à l'autre, il a changé de face. Et ils n'ont rien fait.
Sarah, vous êtes dans quel camp, par exemple? Moi, je suis avec le 14 mars, parce que j'étais au camp. Donc, c'est-à-dire dans le camp plutôt gouvernemental, oui. anti-syrien. Oui, Alors, bien question sûr. très concrète, par exemple, vous pourriez sortir avec Nagy? Ou ce serait quelque chose de totalement impossible? Si je veux parler des relations humaines au Liban, c'était avant, depuis 1 an, c'était normal de sortir avec des gens de différentes parties. Mais maintenant, c'est vraiment dur. Ouais. Donc, par exemple, dans mon entourage, voir une fille qui est des forces libanaises sortir avec un mec qui est du CPL, c'est impossible. Ouais. Ils ne vont pas s'entendre. Donc Nagy, Donc, c'est rappelé là. très dur. Et il n'y a rien qui est possible avec Sarah. Oui, oui. Rania? Moi, je suis neutre. Ça existe, ça? Oui, bon, oui, peut-être. Je regarde les infos sur le Liban et tout, mais vraiment, je ne suis pas avec une partie définitive. Philippe, réaction? Non, je ne pense pas qu'on puisse être neutre en étant uniquement étranger. Il y a beaucoup de Libanais qui sont neutres, il y a beaucoup de Libanais qui ne pensent pas. Qu'on soit différent, c'est normal. Je veux dire, on est différent partout dans le monde. On est différent en France aussi. C'est tout à fait normal. C'est même constructif, c'est même utile. C'est pour ça qu'une des plus belles démocraties, enfin une des plus belles, une des seules éventuellement possibles démocraties dans le monde arabe vient du Liban. C'est parce qu'il y a tellement de différences, c'est parce qu'on se cogne sur la gueule toute la journée et qu'on s'engueule toute la journée et qu'on est en train de faire quelque chose de constructif. Dans les autres pays arabes où ils sont quelque part monolithiques, c'est pas tout à fait des démocraties. Donc quelque part, on peut tirer une fierté du fait d'être tellement différent et on peut tirer une fierté de dire qu'on est en train de se chamailler. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas voir le verre à moitié plein et on ne peut pas se dire qu'il y a toute une tendance de jeunes, comme tous ceux qui sont ici, même s'ils ne sont pas d'accord, qui n'ont pas envie de construire et de mettre la main dans la main. Voilà, Philippe Arantagi, merci d'avoir été des nôtres. Et je signale que la musique de votre film Bosta est sortie en album tout dernièrement. Voilà, Bleu Bazar se referme ici. Si vous souhaitez revoir cette émission, vous pouvez consulter notre site internet à l'adresse tv5.org/bleubazar ou bien nous écrire à l'adresse bleubazar@tv5.org. Merci à toute l'équipe et à Vincent Vedel qui a réalisé cette émission. On va refermer le bazar avec MAP et je vous signale également que MAP est en tournée au Maroc du 12 au 16 juin, notamment à Casablanca, à Rabat, à Meknès et à Tanger. Voilà, à très très bientôt. MAP, ministère des Affaires populaires, musique d'ici et d'ailleurs. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une valse, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une bombe, une balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une valse, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une bombe, une balle populaire. Là, le ministère des Affaires populaires, au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrières. One love, tous des frères, plein de repères. Jacques, Brel-Pomme, Marley, Aznavour, l'abbé Pierre, notre art populaire. Musique d'ici et d'ailleurs, on en a fait un ministère pour un monde meilleur. Conscience d'influence, de sonorités différentes, de Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche. Du bon son pour tout le monde, du chaud dernier jusqu'au grand-père. Là, le bal populaire, version 3e millénaire, juste pour faire bouger les consciences, vasser les préjugés, rien à faire qu'à entrer dans la danse, laisser aller à l'heure. Du repli communautaire à l'heure d'une 3e guerre. Aux ordres, on reste réfractaire, attitude salutaire. Que ceux qui jouent avec les peurs pyromanes incendiaires prennent ce morceau en plein cœur comme une balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une valse, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une bombe, une balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une valse, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, telle une bombe, une balle populaire. Salam. Moi c'est Dias le maquisard, du fils de Moudjahid, le montagnard, sans hymne, sans drapeau, sans nation ni patrie. Hybride culturel entre Occident et l'Algérie. Contre la haine et l'injustice, j'ai pris les armes. Pour la mémoire de mon peuple, j'ai pris les armes dans ma cible. Dictateur et colonisateur, répresseur, esclavagiste. Dans mon viseur, en guerre contre bavure, police raciste. En guerre contre inégalité, pouvoir fasciste. Mon hip-hop, je crie comme on brandit un drapeau blanc. Soldat pour la paix, pour les innocents. Contre les dictatures, les embargos, les colonies, les bombardements, les invasions, les tyrannies. Je rime pour la révolte, les coups d'état, les rébellions, les mutineries, les résistances et l'insurrection. Balle populaire de la France profonde
fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une mine, une bombe, une balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une mine, une bombe, une balle populaire. Violon, accordéon, grosse caisse, Charlie caisse, clair, c'est clair, frère, ça va jaser dans les HLM et les chaumières. Et dans nos concerts des têtes de Mouloud et de Robert, tous les pougnoules, des négros, des Shinto, des Chabert. Une seule et même musique, un seul et même bon son, bon sang, bonsoir, ça faire pour la révolution. Que les choses bougent enfin, que les gens se bougent ensemble. La connerie humaine divise quand notre musique rassemble. Ça vient d'en bas, du sous-sol, du fond de la cave, du fait maison, l'artisanat, la sonde brave. Fait naître du bitume, du pavé, sale crevard. Les tontons flingueurs du macadam, du boulevard. Les poètes de l'asphalte, les artisans du béton. Chargeurs de rimes, remplis de balles en téflon. J't'envoie tel un kamikaze révolutionnaire. Une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde, qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire, tel une mine, une bombe, une balle populaire. Juste pour se faire plaisir. Alors nous, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est MAP, donc Ministère des Affaires Populaires. On te racontait notre petite histoire tout à l'heure, qui racontait l'histoire de nos parents, tu sais, pour une partie d'entre nous qui sont partis du nord de l'Algérie. Ils sont arrivés, ils ont traversé la Méditerranée, ils sont arrivés chez vous, ici à Marseille, et ils ont traversé toute la France pour arriver là-bas, là-haut dans le nord. Alors quand on dit qu'on va se lâcher un petit peu façon MAP, voilà déjà, voilà exactement. Déjà on va gâcher de gauche à droite, et de droite à gauche, comme ça. On va se faire une petite ambiance maison. C'est beau Marseille qui gâche. C'est vrai qu'ici ils ont peut-être pas l'habitude ici, à ce qui paraît, ils dansaient le Mia à Marseille. Alors cette histoire, tu sais, qui est la nôtre, tu vois nos grands-parents quand ils sont arrivés à Marseille, ils sont allés voir les gens qui étaient ici et leur ont demandé où ils devaient aller. Ils leur ont dit il faut aller là-bas, là-haut dans le nord parce que les bronzés font du ch'ti. Bon, c'était essayé, mais... Non, tu connais cette histoire, c'est cette histoire d'enfants immigrés ouvriers. Cette histoire de prolos, de chabert, de bourrins. Nous, on est des lilos. Des lilos, en ch'ti, ça veut dire lillois. Oh, Marseille. Entre le textile, le charbon, les murs de briques et les mines, les cités minières, le ciel gris, les usines, les courées, les pavés, les terrils et le crachin, le chicon, la grisaille, le brouillard et la jambe. J'y suis né, j'y ai et j'en ai fait tous les recoins, des plages de Dunkerque jusqu'au bistrot de Tourcoing. L'enfer du Nord, ces routes, ces trottoirs de pavés, sur mon mountain bike, j'ai roulé, à gamba des gambères, j'ai ruminé, rêvassé, les semelles de ménage, je les ai usées. Quand la pluie froide vient te glacer le front, te geler les larmes et te tremper le caleçon, c'est le stress, l'angoisse au rythme des saisons. 65 jours de soleil et 300 jours de dépression. À part ça, tout va bien. Chez moi dans le nord, c'était juste 16 mesures pour te planter le décor. Je suis à Lilo, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Un vrai de vrai de schnorr, je suis un Lilo, un vrai de vrai mon salaud, un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Un vrai de vrai de schnorr, une équipe de foot supportée par des skins, des élus avec des promesses à 2 centimes, une police nationale qui nous prenne pour des cobayes, police municipale qui se prennent pour des cow-boys, contrôle abusif, expulsion des sans-papiers, HLM insalubre où règne la précarité, l'île, le fiel, le défi des sociétés.
socialo. La gauche caviar, discriminante et démago. Dans nos murs, comme l'amiante, invisible et dangereuse. Franc-maçonne vicieuse, paternaliste et mafieuse. Ça se la raconte intègre, authentique et populaire. Et à chaque mandat, ils nous la font à l'envers. Je sais pas si les Lillois ont de la merde dans les yeux. Vu le ramassis de merde qu'ils nous foutent dans les urnes. Il serait temps de mettre un coup de pompe dans cette fourmilière. Du poison, quelques pièges, quelques souricières. Je suis un Lilo, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un polo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr. Je suis un Lilo, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un polo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr. Live by night, c'est pathétique à voir. À la sortie des pubs, ça dégueule sur les trottoirs. Toxico, pique du zen dans les halls de gare et ça refoule les bronzés à l'entrée des bars. Je vais pas te faire l'apologie, mon code postal, le fier cul ou le chauvin à 2 balles. Dans ce pays où on me rappelle que je suis pas chez moi ici. J'ai mes repères, ma famille et c'est déjà ça. Alors je fais ce que j'ai, même si ça me fait chier. Loin de me complaire ou d'accepter la fatalité. J'ai choisi d'ouvrir ma gueule, militer en chroniquant. Peut-être que je brasse du vent mais ça me fait passer le temps. J'en place une pour les bras d'eux et les petits pouchins, une pour HK. Mon gros Rogin très très loin. Des décors paradisiaques mais finalement qu'est-ce qu'on est bien à ce baraque. Je suis un Lilo, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr. Je suis un Lilo, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un prolo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr. Marseille, tu connais Roubaix? Tu connais pas Roubaix? Roubaix c'est comme Marseille mais sans la Méditerranée. Alors il nous vient de Roubaix à l'accordéon. C'est Geoffrey Arnon, s'il vous plaît du bruit pour lui. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un polo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr. Je suis un Lilo, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un polo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr. Je suis un Lilo, un vrai de vrai mon salaud. Un ch'ti, un chabert, un bourrin, un polo. Et alors, un vrai de vrai de schnorr. Alors, en parlant, alors juste en parlant de plaisir aussi, on va profiter d'être là ce soir. Alors il y avait un truc qu'on n'a pas pu faire parce qu'on n'était pas au courant qu'il était là parmi nous ce soir. Il y a de ça un mois environ, on a eu le plaisir de rencontrer Wael Reisbeck, qui est là présent, qui a parlé tout à l'heure. Et on aimerait qu'il nous fasse ce plaisir, évidemment, de pouvoir venir nous rejoindre sur scène et qu'on puisse... sur Balpop ou sur Maniche, C'est parti. Sur Maniche maintenant.
جابرينا مالش منا مالش منا مالش منا غير مانو جابرينا امان 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 لأن الصدق بيطلع مني بدي كسر حيطان لأنه صنعوا فيي كره هالكره بعضه عطشان لأنه من وراهم عشنا طفولة بدون طفولة لأنه خلقنا وبرا ورمينا من الفيولة لأنه العلم اللي بكتب فيه من روس مثل السكينة لأن بتشكل وانا قلبك بدر ما شكوا فيي لأن الميكروفون أي بدي كسر البلاك مش مادر ميكروفون أنا مضرب اللي بتحطه تحت الباط وزيام المسخر صدقني وعشر ما أحكي كمان زر بالشوارع فضل اكتب واحكي لأن كل كلمة بكتبها مثل رصاصة بتزقها ودماغك ما بتجيها مفروض تحسس عنك مالش منا مالش منا مالش منا غير مانو جابرينا مالش منا مالش منا مالش منا غير مانو جابرينا. Alors il nous fait danser, chanter, pleurer. Marseille avec nous au violon. Du prix pour Monsieur Hassan. مالش منا مالش منا مالش منا غير مانو جابرينا مالش منا مالش منا مالش منا غير مانو جابرينا مالش منا مالش منا مالش منا غير مانو جابرينا مالش منا مالش منا مالش منا غير مانو